auditrices, bonjour. Auditeurs, chers amis de la Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Merci de vous être branchés, toujours nombreux pour suivre nos informations sur la Voix de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City avec votre frère de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, reçoit un autre intellectuel congolais résidant en Suisse du nom de Dr Fouélé Diangui Toukoua. Ce dernier était une fois encore sur nos antennes. Il a fait une analyse politique et il écrit beaucoup sur les forums congolais. Il a son website qu'il est en train de donner les idées. Il est en train de faire des réflexions comme politicologue et écrivain. Il est très très intéressant. Nous allons le découvrir aujourd'hui. Nous allons vous renvoyer aussi sur son website et aussi pourquoi pas le lire chaque fois quand vous le trouvez sur les forums des Congolais. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Donkayembe. Docteur, nous sommes très flattés de vous revoir encore une fois de plus sur cette antenne pour parler de la situation au Congo préélectoral. D'entre le temps, nous vous demandons si vous pouvez parler un tout petit peu de vous-même pour que ceux-là qui vont vous écouter pour la première fois, qu'ils sachent à qui ils ont affaire ce soir. Merci. Je m'appelle Fouélé Diangui Toukoua. Je suis congolais à 100%, c'est-à-dire mon père et ma mère sont tous les deux congolais. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai fait mes études au Congo. Et en 1983, j'ai quitté mon pays sous le régime du maréchal Mobutu pour vivre en Suisse. Et donc c'est en Suisse que j'ai poursuivi mes études en sciences politiques à l'université de Genève. J'ai fini donc mes études en 1999. J'ai obtenu un doctorat en sciences politiques et depuis j'enseigne, j'ai publié des ouvrages et nous avons monté une petite maison d'édition qui s'appelle Monde Nouveau, Afrique Nouvelle. Je suis donc président d'une plateforme que l'on appelle le Congo en légitime défense. J'ai à ce jour publié 15 livres et parmi ces 15 ouvrages, la plupart parlent de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, la République du Congo parce que notre pays n'est pas démocratique. Voilà. Avant d'aller dans les sujets du jour qui portent sur votre livre dont l'intitulé sera communiqué tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes membre d'une plateforme appelée Congo en légitime défense. Pourquoi ce vocable Congo en légitime défense? Oui, parce que, comme la dernière m'a dit un Belge, le Congo n'est pas souverain. Les droits des Congolais ont toujours été violés pendant l'époque coloniale et depuis 1960. Donc, l'idée pour nous est de défendre la souveraineté de notre pays, l'espace territorial et au-delà, défendre les droits des Congolais. Car lorsque les Congolais vont faire respecter leurs droits, je pense que ce sera le début de construire la démocratie. Pour le moment, leurs droits sont ignorés parce que ceux qui sont au pouvoir ne se donnent pas la peine d'expliquer aux Congolais quels sont leurs droits. Et compte tenu de cette ignorance, évidemment, les Congolais ne les revendiquent pas. Je prends un simple exemple. Les Congolais travaillent, souvent à la fin du mois, certains ne sont pas payés, mais ils continuent à pouvoir travailler. Alors que quelqu'un qui a travaillé a droit à un salaire. Et si donc on répète aux Congolais qu'un patron qui n'a pas payé un travailleur peut être poursuivi, cela signifie que l'État congolais peut être poursuivi par les enseignants, par les médecins qui ne sont pas payés, par les infirmiers, par les soldats, ainsi de suite. À ce moment-là, je pense qu'on envisagera un État qui respectera les droits de l'homme. Donc, jusque-là, nous dirons que tout ce que Congo en légitime défense fait sont des utopies, il n'y a rien de concret sur le terrain. Mais heureusement que tout commence par l'utopie. Hein? Un monsieur qui rencontre une dame, dans sa tête, il commence par dire « Ah, mais cette dame me plaît, j'aimerais l'approcher. Peut-être aussi, si nous nous entendons, j'aimerais faire un chemin avec cette dame. » Ça commence par l'utopie. La personne approche la demoiselle, et il parle à cette demoiselle. Si finalement ils s'entendent tous les deux,
Ils peuvent finir par s'aimer, ils peuvent finir par se marier, ils peuvent finir par avoir des enfants. Pareil pour les études. Hein. Quand on finit l'école secondaire, on construit une utopie, on se dit je vais étudier la médecine, on cherche une université, et si l'université vous accepte, on s'inscrit dans cette université-là. Donc tout commence par l'utopie. L'individu qui n'est pas utopique, c'est-à-dire l'individu qui ne construit pas des idées dans sa tête, ne peut rien faire. Et donc, pour pouvoir construire demain un État fort au centre de l'Afrique, il faut être utopiste. Mais on a toujours reproché aux intellectuels congolais de construire des châteaux en Espagne. Oui, tout à fait, tout simplement parce que le Congo, notre pays, est dans une situation telle que les gens qui ont des idées précises, qui peuvent le matérialiser, n'ont pas une parcelle de pouvoir. On préfère mettre des incompétents au pouvoir que des personnes compétentes. Je donne un seul petit exemple. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on n'a jamais vu un chef d'État diplômé à la tête de notre pays. C'est fait à dessein. C'est vraiment fait à dessein. C'est parce il est beaucoup plus facile de négocier avec un incompétent qu'avec un homme compétent. Si aujourd'hui M. Etienne Tshisekedi a des difficultés, c'est parce qu'il réunit toutes les compétences pour construire un état de droit. Mobutu, on le sait, quand Mobutu est arrivé au pouvoir en 1965, tout le monde savait qu'il se comportait en aventurier. Il a passé presque 5 ans avant de commencer à agir. On a vu avec M. Joseph Kabila, il a passé 10 ans pour apprendre le pouvoir. Les gens ont dit qu'il a une grande capacité d'écoute. Mais non, il n'avait pas une grande capacité d'écoute, seulement parce qu'il apprenait. Et quand l'on apprend, c'est comme un étudiant, hein, un étudiant qui apprend dans un auditoire, il écoute le professeur. Il était dans ce contexte-là. Donc, pour revenir à votre observation qui est pertinente, les Congolais construisent des châteaux en Espagne tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir. Parce que ceux qui agissent, qui sont protégés par les grandes puissances, n'ont pas les compétences nécessaires. Voilà la raison pour laquelle ils construisent le château en Espagne. Mais le jour où ces Congolais qui réfléchissent arriveront au pouvoir, bien à ce moment-là, on verra qu'ils construisent des châteaux durables, des châteaux solides. Voilà l'explication que je peux pouvoir donner, mais je reviens une fois de plus, on ne peut rien construire sans accorder de l'importance à la réflexion. Tout commence par la réflexion. Celui qui ne réfléchit pas solidement ne peut rien entreprendre. Stratégie pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Ça vous dit quelque chose? Oui, le livre que j'ai publié l'année dernière, au mois d'avril donc 2011, le titre, comme vous venez de le dire, est exactement Stratégie au pluriel pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Sur quoi basez-vous ces titres pour parler aux Congolais et au monde? Quels sont les éléments de base qui vous ont poussé à parler de cet ouvrage? Oui, je suis donc parti de l'idée, je me suis interrogé pour quelles raisons les Congolais, à part l'expérience de 1959, ne se sont jamais mis ensemble pour agir afin de pouvoir renverser le courant. Car notre pays est dans un contexte de rapport de force. C'est-à-dire ceux qui sont soutenus par l'extérieur, qui reçoivent les moyens financiers comme des armes, se mettent à se moquer ou à dominer plutôt, à se moquer aussi, à dominer la population. Alors que le peuple constitue une majorité. Pour quelles raisons alors cette majorité n'arrive pas à se ressaisir, à s'unir car le nombre peut aider, hein, pour justement contrer les stratégies de l'autre camp. Donc, partant de l'expérience de 2006, où il y a eu 32 candidats à l'élection présidentielle contre un individu soutenu par la communauté internationale, je me suis dit, en 2011,
nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons nous unir pour présenter un seul candidat. Donc voilà l'idée qui m'a poussé à écrire. Et à partir de cette idée-là, je me suis dit, il faut que je partage avec mes compatriotes les stratégies qui pourront nous permettre de pouvoir gagner. Et parmi ces stratégies, j'ai en profondeur développé deux stratégies. La première, justement, c'est l'union qui fait la force. Nous devons nous mettre d'accord sur un individu, un nom, qui, évidemment, nous permettra de devenir forts et parvenir à renverser le courant. Alors, nous y reviendrons en ce qui concerne les stratégies. Ma seconde question à propos de votre livre, docteur Foueli, quelle est votre audience et pourquoi le choix de cette audience? Alors, mon idée à moi est d'attirer l'attention de mes compatriotes qui souffrent depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Ces compatriotes veulent apporter un changement à la tête de l'État, mais ne le peuvent. Et puisqu'ils ne peuvent, je me suis dit, il faudrait que je m'adresse directement à ces compatriotes-là, principalement ceux qui ont étudié, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent contribuer au changement dans notre pays, mais qui n'ont pas le moyen. En me disant, si le courant passe, si nous nous mettons d'accord, s'il y a concertation, bien les uns et les autres pourront s'approcher, pourront se mettre d'accord et pourront ensemble apporter le changement nécessaire. Voilà donc ceux qui m'écoutent, qui me suivent, sont ceux qui sont pour la plupart préoccupés, comment dirais-je, préoccupés pour l'avenir de notre pays, voilà. Préoccupés, oui. Enfin, puisque quand vous voyez dans le condensé de votre livre, on dit que c'est un livre qui doit forcément intéresser tous les résistants et tous ceux qui s'opposent au pouvoir de Kinshasa, et ce pouvoir qui tue, massacre et emprisonne des opposants. Donc, c'est-à-dire, ce livre a un target, un objectif, des résistants congolais. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est à eux que je m'adresse. C'est à eux que je m'adresse. Et je souhaite vivement que les résistants prennent connaissance de ce livre. Il y a, comme je viens de dire, deux stratégies que je présente. La première, c'est l'unité, qu'on forme une union afin de pouvoir présenter un candidat. Malheureusement, on n'a pas pu. 10 se sont présentés contre un individu qui, en 2006, a obtenu le soutien de la communauté internationale, c'est-à-dire des principaux pays qui vivent sur le dos du Congo, qui tirent profit ou qui ont toujours tiré profit sur notre pays. Donc, il y a eu quand même 10 candidats. Donc, cette stratégie-là a échoué, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai personnellement beaucoup travaillé pour qu'on parvienne à présenter un seul, c'est-à-dire M. Etienne Tshisekedi, qui réunissait pratiquement toutes les conditions pour l'emporter. Nous avons échoué, mais dans mon livre, il y a une deuxième stratégie. Il y a d'autres petites stratégies, mais il y a une deuxième stratégie. Et nous sommes en train d'entrer dans cette deuxième stratégie. Je souhaiterais, en tout cas vivement, que les résistants prennent connaissance de mon livre pour qu'on évite certaines failles, qu'on évite certaines erreurs. Car après avoir échoué entre guillemets, parce que nous sommes en train de chercher une solution, les laudataires crient victoire, mais en réalité, ils n'ont pas encore cette victoire-là, parce que la victoire de M. Joseph est contestée par les résistants, contestée par le peuple congolais. Nous devons continuer à travailler. Il y a eu des cas similaires à l'histoire universelle. Je peux citer le cas de Philippines, où à l'époque Marcos avait volé la victoire du peuple. Les laudateurs de Marcos avaient crié victoire, mais grâce à l'Église catholique, le peuple avait fini par retrouver sa victoire. Et les États-Unis s'étaient déplacés pour aller chercher M. Marcos, l'amener aux États-Unis
aux îles Hawaï où il est mort. Pareil aussi dans le cas de l'Ukraine. L'URSS a soutenu des gens qui ont volé la victoire du peuple. Grâce au soutien du monde occidental, le peuple iranien a fini par retrouver sa victoire. Donc le peuple congolais, en s'appuyant sur ces exemples-là, doit tenir bon pour renverser la situation actuelle. Parce qu'on sait que lorsqu'on n'est pas voté majoritairement, on ne peut pas gouverner. Donc M. Joseph Kabila ne pourra pas gouverner, quelle que soit sa volonté. Il faut que ceux qui soutiennent M. Joseph le sachent. Il est dans l'impossibilité de gouverner notre République, car le choix du peuple congolais a été porté sur une autre personne. Donc, au cas où le camp adverse essaie de se maintenir en utilisant la violence, comme il ne cesse de faire, nous qui sommes dans la résistance, ceux qui sont dans l'opposition doivent utiliser la seconde stratégie que j'ai développée dans mon livre. Raison pour laquelle j'insiste, je souhaite que les résistants prennent connaissance de cet ouvrage, car je pense que j'ai bien explicité le moyen qui nous permettront de renverser le courant et de prendre le pouvoir pour l'utiliser au nom du peuple et pour défendre les intérêts de notre peuple. Donc, à la liste des pays que vous avez évoqués, que les gens ont récupéré le pouvoir, nous ajoutons aussi la Côte d'Ivoire avec le feu général Guéhi, qui s'était autoproclamé président et la rue l'a emporté. Il y a aussi Madagascar. Professeur, avant de continuer, vous parlez de la deuxième stratégie. Est-ce que vous pouvez la synthétiser un peu? À la place publique, c'est peut-être assez difficile de la synthétiser, d'aller en profondeur. L'idée est vraiment de demander à ceux qui sont intéressés de pénétrer les livres, de découvrir les détails, parce que tout est dit dans des livres. Hein. Donc, en gros, lorsque il est impossible d'utiliser le moyen pacifique, comme nous venons de le faire, mais il nous reste à utiliser les moyens que l'autre camp utilise. Donc, c'est le rapport de force. Alors là, nous continuons avec la question suivante. Le pouvoir de Kinshasa terrorise son propre peuple. Vous dites, ce pouvoir est censé protéger la population, mais il est en train d'arrêter arbitrairement les opposants. Il est en train de tuer les paisibles citoyens. Et pourtant, ce même pouvoir nous dit qu'il est en train d'implanter la démocratie et nous chante que la démocratie naissante est en train de germer. Comment vous réagissez à cela? C'est là où justement ce pouvoir est dans une contradiction, mais totale. Contradiction totale. Les laudateurs prétendent que M. Joseph Kabila est populaire. C'est ce qu'ils prétendent. Mais comment expliquer qu'un chef d'État populaire, élu par une majorité, d'après leur analyse, leur présentation, puisse prêter serment en cachette? C'est déjà là une contradiction flagrante. Il aurait dû se présenter devant le peuple au stade de martyr, comme M. Tshisekedi a voulu le faire. Lui a préféré se cacher sans inviter la population, ce qui est dramatique, ce qui est chaotique, ce qui est ridicule. Donc ceux qui prônent, qui louent, qui apprécient publiquement M. Joseph Kabila doivent se rendre compte qu'ils sont dans une contradiction terrible et que leur homme n'est pas du tout populaire. Et au-delà, comment peut-on se mettre à tuer une population qu'elle apprécie? Enfin, si ceux qui sont au pouvoir l'apprécient. On prétend dire qu'on a été élu par une majorité. Mais comment peut-on se mettre à tuer cette même majorité qui vous a élu? Donc il y a là un problème. En réalité, nous sommes dans une phase de dictature. Il n'y a qu'un pouvoir tyrannique, despotique, qui peut utiliser la violence pour faire taire la population. Donc le pouvoir de M. Joseph Kabila est un pouvoir tyrannique, despotique, il n'est pas démocratique, il n'est pas du tout populaire. Voyons, depuis qu'il a été élu, s'est-il adressé
au peuple congolais dans un espace ouvert? Non. C'est là une preuve qu'il a peur de la population parce qu'il tue cette population. Je voudrais revenir, docteur, sur votre première stratégie, l'unité, et vous l'avez déclaré haut et fort que vous vous êtes engagé et vous avez échoué de dégager un candidat commun de l'opposition. Dans quel compte mettez-vous de cette mésentente entre Congolais? Vous ne voyez pas que c'est une culture de 32 ans de la dictature et de la confiscation du pouvoir de triste mémoire? Vous avez parfaitement raison, c'est la bonne piste. L'Africain, et en particulier les Congolais, accordent une grande importance à la communauté. C'est un peuple, sur le plan sociologique, qu'on appelle solidaire, communautaire. Or, malheureusement, en politique, le Congolais est devenu individualiste. Cela vient, comme vous venez de le dire, clairement et parfaitement, de ces 32 ans de dictature de Mobutu. Sous le règne de Mobutu, on a été habitué, comment dirais-je, à porter de choisir des individus sur des particuliers. Donc ce n'est pas l'intérêt communautaire qui était mis en avant, mais plutôt l'individu. Donc c'est lui qui arrivait travailler pour lui-même et non pas pour la communauté. Donc sous le règne de Mobutu, c'est l'individu, les intérêts individuels qui primaient. Chacun voulait s'enrichir à titre individuel et enrichir sa propre famille plutôt que la communauté. Alors que dans des pays démocratiques, on essaye de résoudre le problème de la communauté, car à travers le problème de la communauté, on parvient à résoudre ses propres problèmes individuels. Donc, le résultat de cette culture-là, une culture malheureuse, négative, se manifestait pour la première fois, après évidemment la chute de M. Mobutu, en 2006. En 2006, on a vu 32 candidats à l'élection présidentielle. Et je disais en 2006 qu'il était impossible, quelle que soit la volonté de la population de soutenir l'un d'eux, il était impossible de renverser le courant. L'histoire nous a montré qu'on a eu raison. En 2011, on s'est dit, tirons la leçon de 2006, pour présenter un individu. Malheureusement, on s'est retrouvé dans la même situation. Les explications sont simples. En fait, le pouvoir en place a demandé à certains individus d'entrer dans l'opposition afin de diviser. Le principe est de diviser pour régner, mais dans le cas de Congolais de nos élections, c'était diviser pour gagner. Donc, ils sont allés pour séparer les voix du peuple congolais afin de réduire l'électorat de M. Étienne Tshisekedi. Du reste, M. Adam Mbole l'a reconnu. M. Adam Mbole a eu le courage de dire qu'il a reçu de l'argent du gouvernement pour réduire l'électorat dans l'Équateur. C'est-à-dire que, comme M. Jean-Pierre Bemba ne s'était pas présenté, au lieu que les Congolais de l'Équateur votent tous massivement à M. Étienne Tshisekedi, les voix se sont partagées entre M. Étienne Tshisekedi, M. Adam Mbole et M. Léo Congo-Adonde. Donc, d'après le calcul des hommes qui sont au pouvoir, en réduisant le nombre de voix de M. Étienne Tshisekedi dans différentes provinces, en particulier dans les provinces de l'Est, M. Kabila allait gagner. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un ras-le-bol, mais un ras-le-bol à travers la République. Et même là où ils espéraient avoir le 100%, ben les Congolais, donc je parle des Congolais qui vivent à l'est de notre République, ont aussi élu M. Étienne Tshisekedi. C'est donc pendant la campagne électorale que M. Kabila s'est finalement rendu compte qu'il était très impopulaire et que l'unique moyen pour pouvoir gagner les élections était de fabriquer des fraudes électorales. Or, en 2006, l'électorat à l'Est avait été gonflé et en 2011, ce même électorat a de nouveau été gonflé. Donc nous sommes dans un contexte où nous n'avons aucune idée de la population congolaise parce que le recensement
n'a pas été fait depuis 1985. Donc c'est l'individualisme, pour résumer, c'est l'individualisme en politique qui malheureusement nous a empêchés de présenter un seul candidat parce que ceux qui se sont présentés travaillaient de connivence avec le pouvoir. Peut-on dire que c'est l'échec de l'intellectuel congolais, puisque l'intellectuel congolais devrait être la personne qui voit et qui conseille la communauté. Et dit-on, l'intellectuel congolais est moins instruit. On a appris beaucoup des élections de 2006. Et les mêmes erreurs, et même amplifiées en 2011, se sont répétées. L'opposition, entre autres la fille aînée de l'opposition, avec M. Etienne Tshisekedi en tête, a dit « Je ne pars pas aux élections en 2006 ». La première condition, il fallait un recensement général. Peu après, M. Tshisekedi dit non, le peuple a beaucoup souffert, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà le bout. Est-ce que vous pouvez condamner l'intellectuel congolais ou bien nous avons contribué à ce que l'imposture encore persiste au pouvoir? Si vous permettez, je parlerai peut-être de certains intellectuels, car nous ne pouvons pas tous le mettre dans le même panier. Cela signifie que si nous mettons tous dans le même panier, même ceux qui résistent seraient dans ce panier-là. Je pense qu'il y a une minorité qui privilégie ses propres ambitions, qui est moins stratège et qui est malheureusement, cette minorité, prête à se laisser corrompre. Cette minorité-là, malheureusement, finit par rejoindre le camp du pouvoir qui a les moyens financiers colossaux, qui a tous les moyens violents pour faire taire la population. Et comme un peu dans le contexte de la colonisation, on a une minorité qui a tous les moyens face à une majorité qui n'a rien. Donc nous nous retrouvons dans ce contexte-là pour le montrer. Je vais juste citer un exemple. Quand M. Ngoï Mulunda avait mené sa campagne pour récupérer des fusils de chasse, s'il vous plaît, des fusils de chasse, à l'époque, j'avais dit, M. Ngoï Mulunda est dans la stratégie, il est dans une situation de fuite en avant. Il est dans la logique de servir le pouvoir. Méfiez-vous, car le fusil de chasse, des fusils de chasse, servent aussi aux familles de pouvoir se défendre. Or, si vous n'avez même pas ce petit outil qui vous permet de vous défendre, vous devenez vulnérable. Et aujourd'hui, on le voit, alors qu'à l'époque, il était encore pasteur, c'est ce même individu qui a été récupéré par le pouvoir, et le pouvoir savait, quand M. Ngoï récupérait les armes, que c'est cet individu qui sera placé à la tête de la CENI. Le pouvoir le savait. Et donc, voilà, on se retrouve dans un contexte tel que le pouvoir qui a tous les moyens violents est en face d'une majorité, d'une population qui a les mains nues, qui n'a aucun moyen de pouvoir se défendre. Donc, cette minorité intellectuelle qui choisit de servir le pouvoir se laisse corrompre, et pour avoir vécu pendant longtemps avec les autres, une fois, dès qu'ils décident de rejoindre l'autre camp, mais ils disent comment les acteurs de l'autre camp doivent se comporter pour mettre les autres à genoux. Du genre, les professeurs d'université sont très mal payés. C'est dans notre pays où on trouve les salaires les plus bas, un salaire médiocre, qui ne permet même pas à un professeur d'université de continuer la réflexion. Donc, se trouvant dans ce contexte-là, les profs d'université qui n'ont pas suffisamment de morale finissent par rejoindre le camp adverse. Donc, on est dans un contexte tel que l'élite faible, qui ne peut pas résister, finit par choisir l'autre camp. Donc, condamner l'élite ensemble n'est peut-être pas le bon mot, mais une certaine élite, effectivement, finit par rejoindre le camp adverse. Et on voit même, dans cette même catégorie d'élite faible vivant à l'étranger, des gens qui ont leur travail, qui vivent à l'extérieur, mais qui se laissent corrompre par le pouvoir afin de vendre un pouvoir despotique, dictatorial, tyrannique depuis le pays où ils sont. Moi, j'étais au service d'une plateforme qui a été mise en place il y a quelques années. J'ai servi
jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les collègues qui étaient responsables de cette structure étaient au service du pouvoir. Et quand je l'ai su, j'étais scandalisé, j'ai quitté, j'ai démissionné. Dans quel contexte nous sommes? Donc, il y a une grande hypocrisie de la part de ceux qui se disent intellectuels. Donc, je peux dire que pour certains compatriotes, l'intellectuel, il faut le mettre entre guillemets. Mais c'est ça, docteur. Quand je dis les intellectuels, vous préférez qu'on parle des intellectuels pour dire que c'est une catégorie bien spécifique. Voyez ce qui se fait à l'extérieur. La diaspora est debout pour dénoncer effectivement ce qui s'est passé au Congo après les élections. Mais cette même diaspora n'est pas organisée. Si on cherche des interlocuteurs, puisque quand on se met debout, on veut se faire entendre. Et ceux-là qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire le gouvernement des pays qui nous accueillent, à qui ils vont parler, puisque tout le monde est leader. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est encore là le problème du Congolais? Vous avez tout à fait raison. Je pense que nous devons nous intéresser à la stratégie. Ce que nous appelons intellectuels sont des gens cultivés, très cultivés parce qu'ils ont été dans les mêmes universités que les Occidentaux, que les Asiatiques. Ils ont obtenu le même diplôme, donc ils ont le même cursus. Mais au-delà, le Congolais n'est pas bon stratège. Car un Américain qui a fini à Harvard, il a son diplôme, mais il ne s'arrête pas là. Il va dans des partis politiques, il va dans des think tanks, il va où il apprend plus que ce qu'il a appris à l'université. Et je n'accuse pas les Congolais, mais beaucoup de Congolais se limitent à la formation universitaire ou à la formation supérieure. Ils ne cherchent pas à aller au-delà. Donc il est question maintenant de pousser le Congolais à devenir bon stratège. Raison pour laquelle, depuis un certain temps, je m'intéresse énormément à la stratégie, ce qui m'a amené à écrire le livre que vous avez fait allusion, c'est-à-dire Stratégie pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Pour revenir au problème que vous soulevez, qui est un problème très préoccupant, je pense que nous avons pris du retard car beaucoup de compatriotes ont cru à la victoire de M. Étienne Tshisekedi. Pendant que nous disions à l'époque que M. Ngoï Mulunda ne pourra jamais prononcer un autre nom que celui de son nourricier, beaucoup ont cru que pour cette fois-ci, nous finirons par avoir la victoire. La victoire, effectivement, nous l'avons eue, mais elle a été volée par ceux qui cherchent par tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Donc, il y a eu ce retard-là. Il est maintenant question de nous rattraper et de nous organiser. Et je pense que nous avons pris conscience et nous sommes en train de travailler très sérieusement là-dessus. En ce qui me concerne individuellement, j'ai été contacté par plusieurs compatriotes qui m'ont demandé de réfléchir à une structure transversale au-dessus de partis politiques où ce qui sera prioritaire, ce n'est pas l'idéologie gauche à droite, vert ou je ne sais pas quoi, machin, libéralisme, non. Ce qui sera prioritaire, c'est notre nation. Comment, dans la situation, c'est-à-dire dans le court terme, comment pouvoir récupérer cette victoire qui a été volée, comment sortir de la crise, nous répondons à cette question, et dans le long terme, comment contribuer au développement de notre pays. M. Donka Yembe, le Congo est le pays le plus riche. À l'époque, je disais l'un des pays les plus riches. Mais en multipliant mes informations, mes lectures, et en creusant davantage, j'ai fini par me rendre compte que le Congo est le pays potentiellement le plus riche du continent africain. Le plus riche en termes de variété de nos ressources naturelles. Donc, ce qui signifie que si nous nous organisons, nous mettons en place des stratégies de développement, des politiques de développement, nous travaillons sur les politiques publiques de notre pays, nous pouvons, dans un laps de temps, contribuer au développement de notre pays. Mais faudrait-il avoir un groupe qui réfléchit et qui anticipe dans le temps, comme cela se passe dans des pays organisés. Aux États-Unis, le pouvoir vient des think tanks, tout comme en Grande-Bretagne, en France. Les hommes politiques viennent pour exécuter
les scénarios mis en place par ce think tank. Et donc, en ce qui nous concerne, comme je viens de le dire, j'ai été contacté par des compatriotes vivant dans différents pays, me demandant de réfléchir à la mise en place d'une structure. Donc, il y a un petit groupe qui travaille avec moi et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous apporterons nos informations à la place publique, nous discuterons. Donc, il ne sera pas question d'avoir un comité qui va... Non, il sera question de nous mettre d'accord sur les idées. Voilà, les idées, c'est ce qu'il faut, mais on ne peut pas parler d'un développement harmonieux sans stabilité politique, docteur Fouélé. Tout à fait, tout à fait. Donc, en parlant des idées, j'ai séparé deux temps. Donc, il y a le court terme. Le court terme doit nous obliger, nous amener à pouvoir récupérer le pouvoir. Donc, si on récupère le pouvoir, nous mettrons en place les moyens de stabiliser notre pays. En fait, cette instabilité du Congo sert les intérêts extérieurs. C'est en fait une instabilité voulue, organisée. Comme l'instabilité à l'est du Congo. Cette instabilité à l'est du Congo, elle est voulue, elle est contrôlée. Il y a des acteurs qui tirent profit de cette instabilité. Il y a des acteurs qui savent comment, qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là qui contrôle cette instabilité. Évidemment, si cette instabilité profite à cette petite minorité interne et externe, elle ne profite pas au reste du pays. Et donc, dans mon livre que vous avez cité, je donne des recettes qui pourront permettre à notre pays de retrouver cette stabilité. Par exemple, je dis, quand la majorité aura le pouvoir, nous allons, je le dis, hein, nous allons amener le pays, notre pays à nous, à regarder plus vers l'ouest, vers l'océan, parce qu'on voit que le pays qui regarde plus vers l'océan se développe beaucoup plus facilement que le pays qui regarde vers l'intérieur. Le pays enclavé pose beaucoup plus de problèmes. Or, dans la situation actuelle, les pays qui nous posent beaucoup plus de problèmes sont les pays enclavés. Je cite le Rwanda et l'Ouganda. Donc, pour pouvoir sortir de cette crise, j'ai dit dans mon livre que nous allons construire des camps militaires le long de cette frontière-là, partant donc du sud, frontière Burundi, jusqu'au vers le nord, à la frontière du Soudan et de l'Ouganda. Si donc nous avons des bases militaires le long de la frontière, nous parviendrons à sécuriser. Car aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le fait que, vu que Kagame a placé le sien à la tête de notre République, Kagame se permet de verser régulièrement le surplus de sa population sur notre espace territorial. Il envoie ses militaires chez nous, il envoie ses prisonniers chez lui pour exploiter ou extraire nos matières premières. Cela crée une instabilité. Les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa savent ce qui se passe. Ils contrôlent tout ce mouvement-là, mais ne veulent pas stabiliser notre territoire. Donc, dans le court terme, notre préoccupation sera de récupérer le pouvoir et de stabiliser notre pays. Et pour récupérer le pouvoir, vous dites dans votre livre qu'il faudrait connaître d'abord les origines de ce pouvoir machiavélique qui est au pays. Donc, je parlais des origines de la soumission et de la domination des Congolais avec l'utilité des think tanks comme source de pouvoir actuelle. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus, professeur? Je vais essayer d'être rapide en parlant du court terme. Évidemment, ici, on voudrait trouver les origines. On doit remonter à l'époque coloniale, hein, parce que le Congo, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, est celui, le pays, donc notre pays, est celui qui a le plus souffert. On ne le dit pas souvent, mais le Congo est le pays qui a le plus souffert. Les hommes de Léopold II coupaient les bras des Congolais. Les hommes de Léopold II tuaient les travailleurs qui ne rapportaient pas le caoutchouc. Les caoutchoucs, merci, les caoutchoucs à l'époque. Donc il y a eu un traumatisme mais terrible dans la tête du Congolais qui s'est éloigné carrément du pouvoir.
Et ayant vécu ce traumatisme-là sous l'époque coloniale, et les Belges qui ont observé les Congolais se sont vite rendus compte que le Congolais a une peur mais terrible. C'est qu'en 1960, juste une année après l'indépendance, le peuple a de nouveau été traumatisé. Les Belges se sont arrangés pour assassiner notre leader, donc Lumumba, dans des conditions horribles. Il y a très peu de gens, très peu d'opposants africains qui sont morts dans les mêmes conditions que Lumumba, jusqu'à lui arracher les dents. Je n'aimerais pas m'éloigner, jusqu'à mettre son corps dans l'acide pour le faire disparaître. Mobutu vient en 1965, il pend publiquement 4 ministres, de nouveau pour traumatiser le peuple congolais. Laurent Désiré Kabila est mort dans des conditions que nous connaissons, de nouveau pour traumatiser le peuple congolais. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, on s'est mis à tuer à l'est de notre pays pour prendre facilement le coltan, la cassiterite, l'or, ainsi de suite. Et on ne s'est pas arrêté à cela. Le Congo a connu 6 millions. Aujourd'hui, certains statisticiens parlent de 8 millions, voire plus, de morts. Tués simplement pour, comment dirais-je, mettre la main sur nos ressources. On ne s'est pas arrêté à cela. La femme qui donne la vie, la femme congolaise, a été violée. A été violée, toujours dans l'intention, malheureusement, de traumatiser le peuple congolais. Mais dans le viol de la femme congolaise, peut-être que nous allons y revenir, il y a d'autres stratégies. C'est comment depeupler l'est du Congo pour permettre au Rwanda de mettre sa propre population à l'est. Nous devons nous en rendre compte. Il y a là une stratégie bien réfléchie. Réduire la population congolaise à l'est, apporter les Rwandais, je m'excuse, mais il faut qu'on en parle ouvertement en citant le mot, porter les Rwandais à l'est, de sorte qu'avec le temps, lorsque les jeunes qui naîtront aujourd'hui de père ou de mère rwandais auront à se déterminer plus tard dans un contexte d'autodétermination, par exemple, ils pourront dans 20 ans, dans 30 ans, évidemment, être favorables vis-à-vis d'un rapprochement avec le Rwanda. Nous devons donc stopper cette stratégie-là. Donc, je disais, la femme congolaise a été violée. Voilà les origines. Et au-delà, je dis au départ que les puissances étrangères, en particulier la Belgique, mais la Belgique qui a toujours agi pour le compte des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a toujours placé quelqu'un qui n'a pas la formation nécessaire. C'est en arrivant au pouvoir que les dirigeants congolais apprennent les arcanes du pouvoir, et non pas avant. Alors que dans les pays qui se respectent, on apprend le mécanisme, on apprend à diriger avant d'arriver au pouvoir. Chez nous, c'est le contraire. Donc ceux qui ont une main sur le Congo ont toujours placé les leurs au pouvoir et méconnaissent les Congolais compétents qui peuvent diriger notre pays. Voilà les quelques origines que je peux citer. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Oui, connaissant les origines, vous dites dans votre livre, cela pourrait permettre à ceux-là qui aspirent à diriger le Congo prochainement à attaquer la cause à la racine. Mais avant de terminer cela, je voudrais mettre d'abord l'épingle. En parcourant votre livre, vous parlez de fil d'Ariane. Qu'en est-il? Oui, donc en ce qui concerne cet aspect-là, il est question, c'est l'histoire immédiate en fait. Pour mieux comprendre notre histoire immédiate, nous devons suivre ce fil-là. Parce que si on ne suit pas ce fil, si on ne maîtrise pas, eh bien là, évidemment, on est complètement perdu. De quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Rapidement, si vous me le permettez, il faut, je pense, dans l'histoire immédiate, remonter depuis la guerre menée par les États-Unis en Somalie. On sait que l'issue était un échec pour les États-Unis et à l'époque de Bill Clinton, ils ont donc décidé d'abandonner cette guerre-là.
Mais ce qui est important, c'est de savoir que les États-Unis n'avaient pas récupéré les armes qui étaient utilisées par les États-Unis en Somalie avaient été entreposées en Ouganda. Ce sont, parce que Museveni est considéré comme étant un ami des États-Unis. Et les États-Unis ont toujours été en avance. Donc ils ont des plans qui s'étalent sur 20 ans, sur 30 ans, voire sur 40 ans. Ils agissent de temps en temps. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient. En fait, dans leur plan, le plan des États-Unis, ils cherchaient le moyen de pouvoir contrôler l'Afrique centrale. Car l'Afrique centrale, à l'époque, était entre les mains de Belges, mais sous le régime de Mobutu, les Belges, malheureusement, ont fini par perdre leur mainmise au Congo et au Rwanda, mais aussi au Burundi. C'est les Français qui, finalement, ont pris la relève pour la simple et bonne raison que la Belgique, étant un petit pays, n'a pas de force militaire qui pouvait, à l'époque, intéresser le maréchal Mobutu. Donc, le maréchal Mobutu avait fini par porter son choix sur la France. On sait ce qui s'est passé. La France a envoyé ses militaires à former les officiers de l'armée congolaise et partant, Habyarimana, au Rwanda, a suivi l'exemple du Congo. Bref, la Belgique a gardé une rancœur pour avoir perdu son espace. Et donc, travaillant avec les États-Unis, elle, donc la Belgique, voulait savoir comment pouvoir rentrer en Afrique centrale. Et les États-Unis étaient toujours intéressés aussi par l'Afrique centrale, qui est la région la plus riche du continent africain. Donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. Les armes utilisées par les États-Unis en Somalie avaient été entreposées en Ouganda, et ce sont ces armes qui avaient été utilisées par Kagame, c'est-à-dire Kagame qui avait aidé Museveni à s'emparer du pouvoir pendant qu'il était dans le maquis, a donné un coup de main à Kagame qui était devenu encombrant. Kagame avec ses militaires qui, en Ouganda, étaient devenus encombrants parce que les Ougandais commençaient à protester. Alors, Museveni s'est dit, je me débarrasse de lui, je lui donne des armes pour conquérir son espace. Donc, il est rentré au Rwanda avec ses moyens militaires et après avoir, en 1994, réussi à renverser la situation, à tuer M. Habyarimana, Kagame s'est installé au pouvoir. Donc, dans le plan, comme je viens de dire, l'idée était de mettre la main sur le Congo, gérer l'économie congolaise comme à l'époque coloniale, comme sous le régime de Mobutu. Et donc, ils ont de nouveau approché Museveni et Kagame pour justement occuper le territoire. L'histoire, on la connaît. Ils ont donc armé Laurent Désiré Kabila en utilisant toujours une partie de ses armes. Partie donc de la Somalie, passant par l'Ouganda, ensuite par le Rwanda, et voilà, nous nous retrouvons au Congo. Et lorsqu'on se retrouve au Congo, il y a des Rwandais qui accompagnent Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa, avec le plan de diriger le Congo. Mais Laurent Désiré Kabila, évidemment, l'ayant compris, s'est autoproclamé chef de l'État depuis Lubumbashi. Il y avait une discussion terrible à Lubumbashi, ça ne l'oublions pas, entre le Rwandais qui l'accompagnait et le Congolais qui soutenait Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, M. Kakouji, qui a assisté à cette rencontre-là, est parti sans nous laisser mémoire. C'est dommage. Mais bon, bref, Laurent Désiré Kabila est venu, s'est installé, mais malheureusement n'avait pas été choisi par les États-Unis. Et donc, on l'a qualifié d'un missile qui ne pouvait malheureusement être contrôlé. On l'a laissé faire avec l'idée de finalement régler sa question. Et sa question a été réglée en la tuant. Et quand on a tué Laurent Désiré Kabila, on a mis un Tutsi au pouvoir, disons les choses ouvertement. Et ainsi, donc, la mission des États-Unis et de la Belgique s'est accomplie. C'est-à-dire contrôler de nouveau cet espace-là qui, à l'époque, était contrôlé par la France. Résultat, la France a été chassée du Rwanda, la France a été chassée du Burundi, chassée de la République démocratique du Congo. Et donc, maintenant, la France
pour pouvoir bénéficier de certains avantages, c'est sans obligé de passer par le Rwanda. Voilà le fil d'Ariane auquel je fais allusion dans mon livre. Et vous dites, celui qui ne comprend pas ce fil d'Ariane, il ne comprendra rien à l'origine de crimes et de pillages dans le Grand Lac, n'est-ce pas? Tout à fait, car le crime économique actuel, le crime militaire actuel vient de là. Donc ceux qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila se sont dit, dans le court terme, nous devons nous enrichir. Et ils se sont enrichis. Les militaires sont rentrés, les Rwandais sont rentrés, les petits groupes qui est resté s'est dit, je m'enrichis et je vais corrompre les Congolais. Donc, grâce à l'argent amassé dans le court terme, bien, ce pouvoir-là achète les Congolais. Je dis bien, achète les Congolais. Sans corruption, ce pouvoir ne peut pas tenir. Professeur, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous avez dit quelque part que les Congolais ont accueilli des étrangers pour se débarrasser du pouvoir gênant ou dictatorial qu'ils avaient, et que ce même étranger est venu renverser pour le plonger dans une misère indescriptible. Et comme proposition, vous dites qu'il faut arracher cet ascenseur-là à cet étranger pour se libérer totalement et faire son développement seul. Tout à fait, M. Kayembe. Si vous êtes chez vous, dans votre maison, à vous, et puis vous accueillez quelqu'un, chez vous, dans votre maison, vous l'accueillez en amitié, et cet individu s'installe chez vous, et il prend femme, enfant, meubles, tout, chez vous, dans votre maison, à vous. Vous faites quoi? Le Congo est dans cette situation-là. Le Congo fait quoi? Mais le Congo ne peut que chasser l'individu qui s'est imposé. Chez nous, dans ma maison, je ne peux pas accepter cela. Donc nous devons nous organiser, nous devons nous mobiliser. Il y a des gens extérieurs qui se sont emparés de notre chez nous, de notre intérieur, jusqu'à intoxiquer nos enfants à nous de s'opposer contre le propriétaire, c'est-à-dire leur père, leur mère. Que faut-il faire? Dans un premier temps, essayons de récupérer ces enfants. Si nous ne pouvons pas récupérer ces enfants-là, nous devons faire comprendre à ces enfants qu'ils ont eu tort. Et l'unique façon, c'est de faire partir l'étranger et nous allons ensuite nous réconcilier avec les enfants qui se sont trompés parce que l'étranger s'est mis à corrompre ses enfants. Et ces enfants sont corrompus avec l'argent de ma maison, de notre maison. C'est inadmissible. Ça se passe nulle part au monde. Un peu plus loin dans votre livre, docteur Foueli, vous établissez un parallélisme saisissant entre Staline, Hitler et les tyrans africains, c'est-à-dire Joseph Kabila, Paul Kagame et Kabuta Museveni. Explicitez un peu, docteur. Tout à fait. Dans ce sens que l'Allemagne sous Bismarck était un pays enclavé. La France, du reste, traversait les principautés allemandes pour aller conquérir les territoires lointains qui se trouvaient au-delà de l'Allemagne, c'est-à-dire la Russie. Et traverser cet espace-là sans pouvoir payer un sou. C'est sous Bismarck que l'Allemagne s'est organisée pour pouvoir agrandir l'espace et jusqu'à avoir accès. L'Allemagne avait mené la guerre vers l'extérieur, a fini par conquérir des espaces qui, à l'époque, appartenaient au Danemark. Cette histoire-là, elle est connue, on l'enseigne régulièrement en géopolitique. Et Hitler, qu'on les critique sévèrement, Hitler est venu poursuivre la politique de Bismarck, c'est-à-dire imposer l'Allemagne comme étant un pays qui doit être respecté à l'intérieur de l'espace européen, parce que pendant longtemps, l'Allemagne n'était pas respectée, comme je viens de le dire. Et donc, venons dans le contexte africain, Museveni se sent enclavé dans son petit espace. Du reste, quand il était encore étudiant en Tanzanie, il rêvait d'un espace beaucoup plus large
dans lequel il voyait l'Érythrée, il voyait l'Éthiopie, son pays, le Kenya, mais et plus l'Est de la République démocratique du Congo, qui était à l'époque les Zaïre, dans un même territoire. Dans un même territoire. C'est un peu le rêve de Bismarck. Et Kagame, en venant, a le même rêve. Il trouve que son espace, d'ailleurs, Kagame lui-même dit, lorsqu'il considère l'espace rwandais, il dit c'est comme s'il s'agissait d'une province de l'Ouganda. Donc, il se sent très étroit dans cet espace-là. Il faut pouvoir l'agrandir. L'unique façon pour Kagame d'élargir cet espace, c'est de prendre une partie à l'est du Congo. Mais il oublie qu'en 1962, l'OIA avait reconnu les frontières telles qu'elles avaient été définies en 1885 en Allemagne. Okay, voilà quelques éléments. Oui, très clair, un bon parallélisme en tout cas. Là, vous concluez en vous posant certaines questions et je prends une seule et importante question. Vous posez comment retrouver la souveraineté d'un pays lorsqu'on l'a perdu? Alors, c'est de nous mettre ensemble. Ces élections étaient un passage obligé. Je dis bien un passage obligé car grâce à cette élection, je parle de l'élection présidentielle, le peuple congolais se retrouvait avec lui-même. L'unité est enfin revenue. Nous revendiquons tous une seule et même chose, le vol de notre victoire. Donc, grâce à cette unité-là, nous pouvons maintenant mettre en place une stratégie qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais faudrait-il que le peuple congolais ait une grande détermination et se mette d'accord à suivre une organisation qui agira au nom de ce peuple congolais. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si les leaders de l'opposition qui sont autour du président Étienne Tshisekedi, si donc tous ces leaders se mettent ensemble, organisent le peuple congolais avec l'appui des églises, en particulier l'appui de l'église catholique, parce que l'église protestante, depuis les années 60, le chef de l'église protestante a toujours été en accord avec le pouvoir. J'ai publié un livre en 1997 qui compare le comportement de ces trois églises, protestantes, catholiques et kimbanguistes. Les deux autres églises protestantes et kimbanguistes, les leaders ont toujours été avec le pouvoir. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ils ont toujours fait la politique du pouvoir. Donc, je me réjouis. Si les leaders de l'opposition autour du président élu par le peuple congolais, le président Étienne Tshisekedi, s'organisent et puis avec l'appui du peuple congolais et l'appui de l'Église catholique, l'appui des chrétiens, je dis bien des chrétiens de l'Église protestante et des églises de réveil et de l'Église kimbanguiste, des ONG mettent en place une organisation, demandent à la population de descendre, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit en aparté, descendre dans les rues de Kinshasa en même jour, pacifiquement, ce sera la fin du régime actuel. Car si ce régime ose utiliser la violence, eh bien c'est ce régime qui ira à la CPI. Le peuple congolais doit avoir le courage de revendiquer publiquement, car au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que ce seul moyen-là, c'est-à-dire la souveraineté populaire à faire triompher. Mais la population congolaise ne doit pas descendre dans les rues seule. Elle doit être accompagnée des leaders politiques, des leaders religieux, des leaders de la société civile. C'est ensemble qu'il faut descendre la main dans la main, pacifiquement, montrer à la communauté internationale qu'un leader a été élu et majoritaire
ce monsieur Étienne Tshisekedi. Mais professeur, ce que vous dites là, c'est en train de se faire. Nous voyons la multiplicité des actions de masse à travers le monde. Mais le comble est qu'il y a multiplicité au lieu d'une convergence pour que toutes ces masses-là se focalisent en une masse forte et compacte, une action bien déterminée et un objectif ciblé. Mais ici, nous voyons que c'est d'abord le jeune, et puis ça devient les églises. Tout le monde fait un mouvement, mais on semble tourner en rond. Quelle action faut-il vraiment ou faire pour que les Congolais vivent dans cette cohésion et que leurs objectifs soient atteints? Monsieur Kayembe, aidez-nous. Aidez-nous, quand je dis aidez-nous, parce que vous êtes à la tête des moyens de communication. Je sais que vous êtes divisés à l'étranger. Il y a des compatriotes qui ont les moyens de communication, mais qui malheureusement sont soutenus par le régime de Kinshasa, qui font la politique, même s'ils ne le disent pas à la place publique, qui font les yeux doux au pouvoir criminel de Kinshasa et qui reçoivent de l'argent de Kinshasa. En revanche, ceux qui sont des nationalistes, ceux qui souhaitent le changement dans notre pays, aider la population congolaise. C'est-à-dire, c'est à travers vous, c'est à travers vos moyens de communication que nous parviendrons à convaincre les Congolais de la nécessité d'avoir une structure. Et je dis que cette structure-là est en train d'être mise en place. Donc bientôt, dans les jours, sinon dans les semaines qui vont suivre, nous ferons connaître cette structure-là au peuple congolais. Il ne sera pas question, une fois de plus, comme je l'ai dit, de prêter attention à des individus. Ce sont les idées. Ce sont ces idées-là qui vont nous permettre de récupérer notre pouvoir. Commençons notre victoire, pardon. Commençons à récupérer cette victoire-là. Si nous devons nous quereller, qu'on se querelle demain entre Congolais. Mais dans un premier temps, soyons unis. Si nous n'avons pas pu être unis pendant la campagne électorale, c'est le moment de parler d'une seule et même voix. Or, pour pouvoir parler d'une seule et même voix, nous devons passer par certains canaux. Car les Congolais sont éparpillés à travers le monde. Sans ces canaux de communication, il est impossible de se mettre d'accord avec les Congolais qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Donc, organisons-nous une fois de plus, mettons en place les mécanismes nécessaires. Si vous, à travers votre radio, vous vous dites, nous sommes 3, 4, 5 radios, nous allons promouvoir telle idée, telle structure mise au service de la nation congolaise, je pense que nous pouvons aller vite et en peu de temps. En tout cas, le mot est passé et les actions sont en cours déjà, docteur Fouélé. Stratégie pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir, c'est le titre de votre dernier livre. Comment se le procurer? Alors, dans un premier temps, vous pouvez, ceux qui veulent l'obtenir, peuvent m'envoyer un email. Le livre est vendu en Belgique. Je vais communiquer rapidement à la librairie qui le vend en Belgique. Il y a d'autres points de vente qui vont être ouverts. Pour le moment, il y a une librairie qui le vend en Belgique. Il est vendu dans plusieurs librairies en Suisse. Donc, si un compatriote a des amis en Suisse, peut demander à ses compatriotes de se le procurer. Sinon, il peut m'envoyer un email ou m'écrire à l'adresse édition Monde Nouveau Afrique Nouvelle, édition Monde Nouveau Afrique Nouvelle, case postale 112 112 1806 1806 Saint-Léger. Saint-Léger, Saint comme le Saint, S-A-I-T, trait d'union, L-E, accent aigu, G-I-E-R, Saint-Léger, L-E, accent aigu, G-I-E-R, Suisse. Donc, édition Monde Nouveau Afrique Nouvelle, case postale 112 112 1806, Saint-Léger, Suisse. Et nous allons envoyer les livres, évidemment,
à la personne qui le demande. Et quel prix? Alors, le livre coûte 30 francs suisses. 30 francs suisses, en euros, je ne sais pas, mais c'est 30 francs suisses, je pense 22 ou 24 euros. Mais c'est l'équivalent de 30 francs suisses. Ok, docteur, à la vue de ce que nous avons vécu en République démocratique du Congo, les élections ont eu lieu. Nous avons dénoncé le malin Johnny qui était là dès le commencement et ce que nous dénoncions, c'est ce qui s'est enfin réalisé lors des proclamations des résultats. Et les résultats sont là et nous vivons maintenant les bicéphalismes au niveau de la tête du pays puisque M. Etienne Tshisekedi reconnaît avoir été élu par le peuple congolais et les autres ont volé ces élections-là. Tout est consommé. Tout est consommé. Oui. Et alors, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, très bonne question. Éternelle question, déjà posée par Lénine. Que faire? Si j'avais la réponse, je dirais directement, voici la solution. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc là, nous entrons dans la phase de stratégie. Des stratégies, nous devons mettre en place des stratégies alternatives. Car nous sommes, comme vous l'avez dit, comme je l'ai répété, dans un contexte de rapport de force. Ceux qui utilisent la violence se sont emparés du pouvoir et ils veulent se maintenir en s'appuyant sur cette violence-là. Alors, que faire? C'est d'être solidaire. D'être solidaire autour de M. Etienne Tshisekedi. Et de mettre en place une structure qui va réfléchir. Une structure dans laquelle nous devons avoir les meilleurs stratèges du monde. Le meilleur stratège du monde. Qu'ils appartiennent au réseau militaire, géopolitique, économique, géographie, ainsi de suite. Dans la société civile, des juristes, nous devons avoir une structure sous forme de think tank qui va régulièrement dire à M. Etienne Tshisekedi, qui va dire aux gens qui peuvent agir, voici la direction, voici la direction, voici la direction. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Car, vous l'avez dit, les fraudes ont eu lieu. Pendant la campagne électorale, nous avons répété que les organisateurs, c'est-à-dire la CENI, auraient dû commencer par les recensements. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a dit, à l'intérieur de la CENI, nous devons avoir la société civile. Dans des pays qui se respectent, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est difficile quand nous connaissons l'organisation. Et nous avons dit que l'organisation des élections devait être confiée à la société civile. On ne l'a pas fait. Nous avons dit intégrer la société civile dans la CENI. On ne l'a pas fait. Nous sommes retrouvés dans un contexte de déséquilibre, car le pouvoir était représenté par 4 individus et l'opposition par 3. Et on a dit à l'époque qu'une telle présentation était inacceptable, car les décisions à l'intérieur étaient prises à la majorité. Or, lorsqu'il y a des équilibres 4 contre 3, il est impossible de se faire entendre. Un débat démocratique. Tout à fait. Impossible. Nous avons dit que l'électorat à l'Est en 2006 avait été gonflé pour accorder une majorité, pour accorder facilement une majorité à M. Joseph Kabila. En 2011, nous avons dit de nouveau que la population à l'Est a de nouveau été gonflée. Et que pour éviter cela, les partis d'opposition devaient veiller aux fichiers, devaient veiller au serveur. L'idée du serveur est partie de moi. Ce n'est pas par prétention, mais parce que j'ai eu la chance de réfléchir sur les élections de 2006 et je m'étais rendu compte que le serveur était à Paris et non pas à Kinshasa. Il y avait un faux à Kinshasa et que la fraude était organisée depuis les serveurs
qui était installé à Paris. Et donc j'avais demandé à ce que cette fois-ci, qu'on soit vigilant et qu'on sache si le serveur qui est à Kinshasa était un vrai ou était un faux. Et si on se rend compte que ce serveur-là était un vrai, je demandais à ce qu'on le soumette à un test pour se rendre compte si on n'avait pas mis à l'intérieur de ce serveur un programme malin. Donc un test pouvait nous permettre de savoir s'il y avait oui ou non un programme malin ou pas. Mais Ngoï Mulunda, acculé, a vite abandonné l'usage, le recours au serveur sans le soumettre à un test comme le souhaitaient les membres de l'opposition. Et moi j'avais dit à l'époque, s'il abandonne le serveur, c'est qu'il a une solution. C'est qu'il a une solution. Et j'avais dit à l'époque, cette solution, c'est le contrôle des fichiers électoraux. Faites attention, veillez à ce que l'opposition contrôle les fichiers électoraux. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et il a fait venir les urnes du Togo, on sait pourquoi. Et à la veille, ce qui était scandaleux, c'est que pendant que les candidats étaient en pleine campagne électorale, c'est à ce moment-là que M. Ngoï Mulunda a fait venir des kits, des urnes d'Afrique du Sud qui ont été installés dans des endroits fictifs. Tout ça a été révélé. Des étrangers étaient sur les fiches électorales, des enfants étaient sur des fiches électorales. M. Ngoï Mulunda et la CENI ont reconnu cela. Et ils ont dit, nous allons nettoyer. Et moi, à l'époque, j'avais dit que ce nettoyage-là se fasse en collaboration avec l'opposition. M. Ngoï Mulunda s'est arrangé pour faire le nettoyage seul. En réalité, le nettoyage n'avait pas été fait. Le nettoyage n'avait pas été fait et nous nous sommes retrouvés dans la situation qui est aujourd'hui connue. C'est-à-dire qu'en gonflant l'électorat à l'Est, voilà, on s'est retrouvé avec des faux résultats. En date du 7 novembre, moi j'ai publié un article dans lequel j'ai décrit les différentes fraudes. Et j'ai dit dans mon article que M. Ngoï Mulunda s'arrangera pour donner une majorité à son nourricier en s'appuyant sur les résultats de la province orientale, de deux Kivu, du Maniema, du Katanga et de Bandung. Et les résultats publiés par la CENI le montrent bien. Donc, compte tenu de cette réalité-là, pour répondre à votre question, maintenant, nous sommes arrivés au niveau des intelligences. Nous devons utiliser notre intelligence. Les cas adverses à l'argent, le seul moyen qu'il utilise, c'est l'argent et la violence. Ce sont les seuls moyens utilisés par le pouvoir. Donc, nous devons nous appuyer sur le nombre. Nous avons l'avantage d'avoir le peuple congolais avec nous et sur l'intelligence. Donc, il y a beaucoup plus d'intelligence puisque nous formons la majorité dans notre camp que dans le camp de l'opposition. Dans le camp du pouvoir actuel, tout à fait dans le camp de l'opposition d'hier. Et donc, le camp de la majorité d'aujourd'hui, autour de M. Tshisekedi, nous sommes majoritaires. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans cette majorité-là. Donc, si la communauté internationale se rend compte que la majorité actuelle a des bons stratèges et montre à ceux qui se sont emparés du pouvoir, qui ont volé le pouvoir, qu'il y a une grande détermination, la communauté internationale finira par se séparer de ces voleurs. On sait très bien qu'on ne dirige pas un pays par défi, on ne dirige pas un pays en s'appuyant sur la violence. Leur grand avantage, c'est d'avoir en face un peuple qui a peur de la mort. C'est cela. Au lieu de féliciter ce peuple-là qui est pacifique, au contraire, il continue à la tuer. Mais comme on sait, un enfant docile, au bout du compte, finit par dire non, finit par devenir violent. Et voilà ce que le pouvoir a construit. Au jour d'aujourd'hui, les résistants congolais vivant à l'étranger sont devenus décidés, déterminés et commencent à s'en prendre aux gens. Ça, ce n'est pas la faute des Congolais vivant à l'étranger, c'est la faute du pouvoir. Oui, professeur, nous sommes dans une période de l'intelligence. En votre qualité de politicologue, d'analyste politique, je voulais dire, et d'un écrivain fin,
Si aujourd'hui, l'on vous proposait de dire quelque chose à M. Étienne Tshisekedi, laquelle le diriez-vous? Merci beaucoup pour cette question. Je l'ai dit en coulisses, je l'ai dit maintenant à la place publique en utilisant vos moyens de diffusion. J'ai dit de la proclamation des résultats, j'ai dit M. Étienne Tshisekedi est le chef de l'État de notre pays. Il doit donc agir en tant que chef de l'État. Il n'est plus le président de l'UDPS. Donc, je demande au parti politique dénommé UDPS de se choisir un président de ce parti-là. Monsieur Étienne Tshisekedi n'est plus le président de l'UDPS car il est le chef de l'État. Donc, au jour d'aujourd'hui, plus personne ne doit l'appeler président de l'UDPS. Il est président de la République démocratique du Congo. J'ai dit en coulisses, et l'information est passée, les insignes de l'UDPS doivent disparaître dans le bureau de l'actuel chef de l'État. Heureusement, ce fait, ces insignes n'existent plus. C'est le drapeau de notre pays qui doit figurer dans le bureau de notre président de la République. Au-delà, M. Étienne Tshisekedi, je l'ai dit, je le répète, doit au jour le jour agir comme chef de l'État. C'est-à-dire, il doit avoir, même s'il n'a pas encore l'impérium va suivre, il doit avoir un gouvernement, il doit nommer des ambassadeurs, il doit nommer le représentant du Congo aux Nations Unies, il doit nommer des officiers dans l'armée qui doivent être de Congolais, de vrais Congolais comme le dit la Constitution, c'est-à-dire de père et de mère, ceux sur lesquels nous pouvons compter. Il doit nommer des officiers dans l'armée, car c'est à travers ces officiers-là qu'il finira par avoir l'impérium. Il doit répondre aux préoccupations des Congolais, il doit résoudre les problèmes qui n'ont jusqu'à aujourd'hui pas été résolus par le pouvoir actuel. J'anticipe, par exemple, se mettre à réfléchir sur la question du recensement. Nous devons savoir combien nous sommes. Donc s'il a un gouvernement, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la décentralisation doit mettre en place les mécanismes qui permettra à la République de mettre en place ce recensement-là. Le ministre qui s'occupera de la décentralisation doit agir, car nous avons dit depuis 2000, nous n'avons cessé de dire depuis 2006, que le pouvoir sortant avait promis de décentraliser. Ce pouvoir ne l'a pas fait. Il appartient au gouvernement de M. Étienne Tshisekedi de mettre en place le mécanisme qui nous permettra de décentraliser. Nous devons réfléchir au mécanisme de la mise en place de gouverneurs. J'ai initié une pétition pour sortir de la logique actuelle, car la logique actuelle fait en sorte que les gouverneurs de province soient choisis par les députés. Et on se retrouvait dans un contexte rocambolesque en 2006, au lendemain des élections. La ville de Kinshasa avait massivement voté le MLC. Donc logiquement, si nous étions cohérents, ce monsieur Ada Bombole qui aurait dû être gouverneur de la ville de Kinshasa. Et on se retrouvait avec un gouverneur PPRD. La ville du Bas-Congo avait majoritairement voté MLC. Et on se retrouvait avec un gouverneur PPRD. Tout simplement parce que les députés avaient été corrompus et ont choisi un député PPRD. Et la situation la plus malheureuse, c'est celle de la province de l'Équateur, où il y a eu un gouverneur MLC, mais le pouvoir en place s'est arrangé pour l'évincer et mettre un gouverneur
PPRD. De sorte qu'on s'est retrouvé à la veille des élections 2011 avec des gouverneurs à travers la République dans toutes les provinces du pays, des gouverneurs de l'espace AMP, c'est-à-dire PPRD avec alliés. Donc toutes les conditions étaient réunies pour organiser les fraudes. Monsieur Étienne Tshisekedi, avec son gouvernement, doit résoudre ce problème-là. Donc il doit agir, il ne doit pas attendre l'impérium, il doit agir au quotidien en tant que chef de l'État. Et tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui sont prêts à travailler, à contribuer, doivent être sollicités pour apporter main d'œuvre à M. Étienne Tshisekedi, qui est le président de la République et pas le président de l'UDPS. Voilà les quelques éléments. Il y a d'autres éléments évidemment, mais on ne peut malheureusement pas tout dire au cours d'une émission. C'est ça, on ne peut pas tout épuiser, docteur Fouélé. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission qui a débordé le temps imparti compte tenu de l'importance de la matière traitée. 2 minutes pour vous exprimer au peuple congolais qui vous suit. Je demande au peuple congolais d'avoir le courage nécessaire. Nous avons beaucoup souffert sous la colonisation. Nous avons beaucoup souffert sous le régime du maréchal Mobutu. On a violenté le peuple congolais. On a tué plus de 8 millions de nôtres. On a violé les femmes congolaises. Nos leaders ont été assassinés. Monsieur Tungulu, monsieur Chebeya, monsieur et son collègue, des adeptes de Bundu Congo, des journalistes. La liste est très, très, très longue. Nous avons exprimé avec beaucoup de courage notre détermination d'être gouverné par l'un de nôtres, qui est M. Étienne Tshisekedi. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons agir jusqu'à la victoire. Notre pays a suffisamment de moyens. C'est le pays le plus riche potentiellement. Et donc, si nous arrivons à récupérer le pouvoir en étant unis, nous pouvons organiser le développement de ce pouvoir très, très rapidement. La jeunesse congolaise est au chômage, ce qui est inacceptable. Or, nous pouvons en très peu de temps créer des emplois. L'argent de notre pays, aujourd'hui, prend d'autres destinations. L'argent de notre pays est utilisé pour corrompre les nôtres, les Congolais, qui appuient le pouvoir sortant. Nous devons donc tout faire en étant unis. En étant unis, nous devons tout faire pour récupérer le pouvoir. Des consignes seront données. Soyons tous unis, suivons ces consignes-là jusqu'à la victoire, comme je viens de le dire. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour les sacrifices. Merci pour l'unité que vous avez montrée derrière M. Étienne Tshisekedi. En tout cas, grand merci, docteur Fouélé. Nous sommes très heureux que vous êtes exprimé très clairement sur toute la matière et aussi la matière inscrite dans votre livre. Vraiment, nous recommandons sincèrement à ceux-là qui nous suivent et ceux-là qui suivront cette émission en différé de se procurer ce livre et qu'on puisse travailler dans le sens de ce conseil. Et ne cherchons pas à donner raison à l'homme blanc qui dit l'homme noir ne lit pas, il faut cacher les histoires dans le livre. Mais nous qui avons la chance de lire, nous qui pouvons lire, cherchons à lire et à mettre nos actions en symbiose. Merci donc, docteur, et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, M. Kayembe. Merci beaucoup. Je vous en prie, auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, nous vous remercions d'être fidèles à cette radio. Nous nous excusons de la voix. Nous sommes en convalescence d'une maladie qui nous a terrifiés. C'était une grippe terrible, mais nous avons récupéré et nous avons donné l'occasion de parler avec le docteur Fouélé et nous restons à votre service. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine vis, 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 à la prochaine